Ant-Man et la Guêpe Quantumania est sorti en salle, c'est le 31e film du Marvel Cinematic Universe et celui qui doit ouvrir la phase 5 et introduire véritablement le grand adversaire, Kang le Conquérant. Je vous en parle d'abord sans spoiler, puis avec, je vous préviendrai bien sûr, sachant toutefois que la vidéo sera illustrée d'images issues des différentes bandes annonces. Pour entrer dans le vif du sujet, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, que je vais appeler Ant-Man 3 par la suite pour gagner du temps, est-il un bon film? Dans l'ensemble, la réponse est négative. Si vous attendez uniquement d'un film un vague sentiment de divertissement, 2 ou 3 sourires sur 2 heures, et voir des personnes issues des comics, alors oui, j'imagine que ça pourra vous satisfaire. En revanche, si vous souhaitez un peu d'intensité, des enjeux qui ne sont pas artificiels, un scénario un petit peu malin, un dénouement à la hauteur, alors non, ce film ne devrait pas vous convaincre. Est-ce que Marvel peut se le permettre d'un point de vue financier? Je suppose que oui, l'érosion au box-office n'est pas encore critique pour eux, loin de là. D'un point de vue créatif et même artistique, osons utiliser le terme, alors non, le MCU ne peut plus encaisser autant de médiocrité. Le temps des films Marvel qui m'ont vraiment marqué remonte à 2019 avec Avengers Endgame, sachant déjà que je lui préfère nettement Infinity War de 2018. Quant à mon film Marvel préféré, Captain America The Winter Soldier, il a maintenant 9 ans. Depuis, on a eu quelques films corrects et beaucoup de déceptions. L'espoir d'un véritable renouveau était venu avec WandaVision et Loki, mais les autres séries Marvel ont vite calmé ses ardeurs à tel point que mon optimisme initial pour la série Daredevil Born Again s'est mué en attentisme inquiet. Attention, spoiler pour la série Loki jusqu'au code temporel indiqué en bas de l'écran. À la fin de la première saison de Loki, on découvrait celui qui demeure et j'avais vraiment beaucoup apprécié la prestation de Jonathan Majors dans le rôle de ce variant de Kang. On pouvait donc espérer un renouveau avec la phase 5 qui saurait poser des enjeux forts autour d'un adversaire identifié et charismatique. Malheureusement, si ce film peut bel et bien compter sur un casting prestigieux, on ne peut pas attendre de miracle en ne donnant pas à ces grands acteurs la matière pour exercer correctement leur art. Dans le cas de Kang, Jonathan Majors apporte de l'intensité dans son incarnation, mais c'est à peu près la seule intensité de tout le film. De ce fait, il en ressort une impression de disproportion, comme si on voulait utiliser une épée à deux mains pour ouvrir une boîte de conserve. Alors bien sûr, ici, l'épée à deux mains, c'est Jonathan Majors, et la boîte de conserve, c'est le script d'Ant-Man 3. Pour rappel, on a quand même Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Evangeline Lilly et même un passage de Bill Murray, tout ça pour une sorte de version suédée de Star Wars qui rencontre vaguement Voyage au centre de la Terre. Dans le positif, on peut reconnaître que le tout début du film repose assez correctement le quotidien de Scott Lang après Endgame et la célébrité qui va avec. Ce qui est appréciable aussi, c'est que les enjeux principaux arrivent assez rapidement et que les héros sont projetés dans l'inconnu avant que le film le s'embourbe dans des scènes de famille sans grand intérêt. C'est dans la première demi-heure du film qu'on peut espérer une prise de risque et un gros effort de dépaysement, d'imaginaire, de création d'univers même, quitte à loucher vers du Flash Gordon nanardesque mais jubilatoire. Malheureusement, ces efforts sont mis à mal essentiellement par le fait qu'on reste sur un décor et que le script ne fait pas le pari de véritablement développer en 3 dimensions les peuples locaux du monde quantique. On se retrouve donc avec une collection de looks plus ou moins réussis et improbables, mais aucun début de notion de peuple cohérent, de culture véritable dans ce monde. Beaucoup de critiques insisteront sans doute, et c'est même déjà fait, sur la laideur et les ratés des effets numériques. Je ne suis que partiellement d'accord, mais il faut bien avouer que passer après Avatar 2 fait forcément très mal et qu'il était sans doute trop ambitieux de positionner quasiment tout le film dans des environnements impliquant de complexes plans de VFX. On pourrait pardonner une bonne partie de ces éléments si le film parvenait à prendre son envol dramatique, mais tout cela manque d'intelligence dans la construction, de mise en danger véritable des héros ou tout simplement de surprise voire d'émotion. En effet, le déroulement est très convenu, tout comme le message familial ou le fameux pouvoir de l'amour. Est-ce que le film est pire que Thor 4 ? Non, quand même pas, mais peut-on se satisfaire de la médiocrité d'un produit aseptisé et standardisé, qualificatif que je n'applique pas à tous les films Marvel, encore une fois, n'en déplaise à ceux qui affirmeront crânement que de toute façon c'était mauvais depuis le début. J'en viens maintenant à la partie avec spoiler pour parler plus en détail de certains éléments du scénario ou encore des 2 fameuses scènes post-crédit. Maintenant que la famille est réunie, on a perdu, je pense,
un des moteurs essentiels des 2 premiers films Ant-Man. Le seul enjeu qui nous reste, c'est la menace directe sur un membre de cette fameuse famille, ou les quelques vagues derniers secrets qui restaient en suspens, en l'occurrence ceux de Janet Van Dyne. L'une des règles de base, show don't tell, montrer et pas dire, est largement ignorée en consacrant toute une partie du récit au passé de Janet pour nous dire combien elle a peur de Kang, combien il est supérieur et terrifiant, mais ce qu'on voit c'est surtout qu'elle le met en échec en improvisant un plan un peu pourri. La scène va jouer sur la découverte de Janet au sujet de Kang alors que le public est déjà au courant, ce qui fait que la révélation n'a pour seul intérêt que de flatter l'ego du spectateur qui connaît déjà tout du personnage de comics. Pire encore, on nous annonce que Kang est un génie, mais il se comporte plusieurs fois comme un imbécile, ou du moins une personne d'intelligence moyenne. Il omet de garder avec lui son précieux réacteur, il confie des missions importantes à des sbires incapables, et garde en vie des gens qui ont déjà prouvé qu'ils étaient de potentielles menaces. Pour traiter le génie dans une histoire, il faut profiter du temps d'écriture pour démontrer au public que le personnage en question a toujours 2 temps d'avance sur les autres et sur le public lui-même. Ici, Kang ne fait que réagir en s'appuyant sur une technologie dont l'origine n'est pas vraiment définie, peu importe, et avec surtout la maturité d'un gamin qui fait un caca nerveux permanent. Et pour ne prendre qu'un seul exemple concret, s'il faut utiliser absolument la technologie des particules PIM pour restaurer le réacteur, pourquoi Kang ne les récupère-t-il pas directement sur Ant-Man pour les étudier, les dupliquer et les confier à différentes personnes de confiance pour la mission, voire à aller récupérer le noyau lui-même s'il est si fort? Et non, il va plutôt faire confiance à un adversaire qu'il connaît très mal, sans même avoir pris le temps de le briser psychologiquement à l'avance. Du côté de Cassie Lang, c'est la platitude absolue. L'idée qui est censée la caractériser, c'est qu'elle finit en prison pour militantisme contre les expulsions de squatteurs du fait des impacts socio-économiques du blip. Évidemment, cela nous est retranscrit par des dialogues, faudrait pas non plus montrer une vraie descente de police pour donner un petit peu de corps et le minimum syndical d'engagement à tout ça. L'actrice n'a aucune scène intéressante et ne dégage rien, ce qui est au moins raccord avec la bande originale du film, totalement transparente. Cette platitude se retrouve dans la réalisation de Peyton Reed, et lorsqu'il en sort de cette platitude, c'est pour nous refourguer de la caméra à l'épaule, sans le moindre intérêt, si ce n'est de rendre l'action moins lisible. Le film gâche totalement le talent de ses acteurs. Bill Murray est sans intérêt, c'est juste Bill Murray qui débite de l'exposition secondaire assis à une table. On pourrait littéralement couper cette scène sans impacter le reste du film, il leur suffisait de trouver un vaisseau et pas de Bill Murray, tranquille. C'est aussi l'encéphalogramme plat du côté de Michael Douglas, dont la meilleure scène du film va consister à marcher vers la caméra avec un petit sourire satisfait et des trucs numériques qui avancent de part et d'autre de lui. Parlons-en justement de ce Deus Ex Machina, ces fourmis. Comme par hasard, la colonie de fourmis intelligentes est la seule à subir une distorsion temporelle, et heureusement, elles ont toujours envie de filer un coup de patte à Tonton Pym. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une résolution d'une telle paresse en termes de justification d'écriture. On a juste oh, coup de bol, mes fourmis sont devenues géniales et géantes et elles vont renverser l'empire de Kang en 5 minutes. Le personnage de la guêpe est tellement vide, dénué de la moindre aspérité ou émotion intéressante à jouer, que j'avais presque oublié de vous parler d'elle, et c'est déjà fini. Enfin bon, on peut dire que son rôle c'est d'aimer Scott, de se réconcilier avec sa mère et d'envoyer des piou-piou avec ses bracelets. Heureusement reste MODOK, un méchant secondaire qui sert de ressort comique et qui parvient à élever le film vers les sommets. Non, bon, vous l'aurez deviné, je déconne, malheureusement, MODOK est une totale perte de temps, comme une mauvaise farce qui n'en finit plus, avec ce visage étiré, déformé et volontairement rendu ridicule, bien sûr. Quand on prend conscience que le running gag sur les trous du corps humain et l'envie d'un être du monde quantique d'en avoir est meilleur que le personnage, c'est qu'il y a quand même un souci. J'en viens maintenant aux scènes post-crédit. La première nous présente 3 variantes de Kang, plus importantes que les autres a priori. Sur les 3, 2 sont à coup sûr Immortus et Ramatut, et le 3e pourrait vaguement correspondre à Iron Lad, mais c'est nettement moins sûr. Immortus est un variant de Kang très âgé, désigné dans les comics du moins par des extraterrestres très puissants comme garant des lignes de temps en résumé. Et pour ce qui est de Ramatut, eh bien c'est juste la version pharaon de Kang, voilà. Du côté d'Iron Lad, lui c'est un variant plus jeune, vivant en l'an 3000, et cherchant dans les comics du moins encore une fois à contrer l'action des autres Kang. Pas du tout sûr qu'on ait cette version dans cette scène post-crédit. Ici, les 3 variants semblent plus ou moins diriger le conseil des Kang, qui voit une myriade de variants de Kang donc mettre leurs forces en commun
pour gagner à tous les coups. Si on en croit les dialogues de la scène, le conquérant du film a bien été vaincu par Ant-Man et la guêpe, ce qui le rend d'autant plus pitoyable. Et ce n'est pas tout, puisque cette assemblée des Kang qui est censée nous faire peur nous montre plutôt une bande de tarés excités, et pas vraiment un regroupement de génies stratégiques. Mais bon, on comprend mieux de ce fait pourquoi le conquérant a perdu, ils sont pas si malins les Kang. Enfin, la seconde scène post-crédit nous tease la saison 2 de Loki, alors que ce dernier se trouve dans une salle aux côtés de l'agent Mobius et qu'ils assistent à une présentation de Victor Timely, un variant de Kang qui s'est établi sur Terre au tout début du XXe siècle. J'ai peu de doutes sur le fait que cette saison 2 de Loki sera nettement plus intéressante qu'Ant-Man 3, ce qui est problématique pour un film qui doit exposer les enjeux à venir d'une nouvelle phase. Et justement, le problème ne réside-t-il pas de plus en plus clairement dans cette structure épisodique qui va nécessairement pousser Marvel à en garder sous le coude, notamment les événements les plus marquants pour des films prévus des années à l'avance, au lieu de tout donner scénaristiquement dans un film pour qu'il soit à la hauteur et tienne seul sur ses deux pieds. C'est l'impression que je conserve de ce hors-d'œuvre froid qui n'a d'autre ambition que de vous faire passer le temps, alors que le cinéma devrait, je pense, chercher à provoquer ou à dire bien plus, et même dans le registre du pur divertissement pulp. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu, et je compte sur vous pour tout le reste, abonnement, pouce en l'air, vous connaissez la routine, si importante pour soutenir une chaîne. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut!